Dans le monde actuel, la violence augmente et se répand en tous les domaines, en engendrant un climat de peur, d'incertitude, d'asphyxie et de clôture. Il ne s'agit pas seulement de violences physiques, de guerre et de criminalité, mais aussi de violences économiques, raciales, religieuses, psychologiques, de celles domestiques, familières et de la violence intérieure. Parfois, il nous arrive d'écouter le mot non-violence, mais aussi à cause de la superficialité des informations, pas toujours nous en avons une idée précise. La non-violence n'est pas le pacifisme, ce n'est pas une simple méthodologie pour les manifestations. La non-violence n'est pas l'attitude résignée de qui, à cause de la peur, évite le conflit. La non-violence est une grande philosophie de vie et une méthodologie d'action, toujours inspirée par profondes convictions morales et religieuses. Et aujourd'hui, elle est la seule réponse cohérente à la spirale de violence qui nous entoure. Voyons en bref les idées de quelques penseurs et mouvements qui se sont inspirés à elle. Le jaïnisme est, avec l'hindouisme et le bouddhisme, une des religions historiques de l'Inde. Pour le jaïnisme, tout être vivant a un principe vital unique et immortel. Toute action qu'on accomplit est une cause qui a un effet, et ainsi toute action violente, himsa, contre ce principe vital, se retourne contre celui qui l'a accompli. Seulement avec des actions non violentes est possible d'atteindre le lieu de la béatitude et de la paix. Pour cette raison, l'ahimsa, la non-violence, est le fondement de l'éthique jaïniste. L'ahimsa est le respect total de toute forme de vie. Tuer un être vivant est comme tuer soi-même. Éprouver compassion pour un être vivant est comme l'éprouver pour soi-même. En connaissant ce principe d'égalité, traite toujours les autres avec respect et compassion. Il naquit en 1828 à Yasnaya Poliana en Russie. Entre le 1860 et le 1880, il écrivit ses deux romans les plus célèbres, Guerre et paix et Anna Karénine. Mais c'est dans d'autres de ses livres, comme Le royaume de Dieu est en vous, qu'on trouve une profonde réflexion sur la non-violence. Après une crise existentielle, il s'approcha du christianisme, en essayant d'en cueillir le sens authentique et originaire, perdu par le christianisme officiel. Pour Tolstoï, l'Église a oublié deux principes simples mais fondamentaux de l'Évangile: aimer les hommes et ne pas s'opposer au mal avec la violence. Ainsi, même si le christianisme est partout autour de nous, il n'est pas pénétré dans le cœur et dans la vie des hommes. Et alors le Christ enseignait sa doctrine qui consiste non seulement dans le fait qu'il ne faut pas s'opposer au mal avec la violence, mais aussi dans une nouvelle idée de la vie, dont l'application à la vie sociale aurait le résultat de faire disparaître la lutte entre les hommes, pas soumettant une partie d'eux à quelques autorités, mais en interdisant que les hommes, surtout ceux qui sont au pouvoir, utilisent la violence contre n'importe qui en tout cas. Mais ce message fut réellement accepté par peu de personnes. Et même quand les États accueillirent le christianisme, le firent en acceptant l'extériorité de la doctrine, pour pure utilité. La contradiction entre la conscience et la vie et donc le dédoublement de notre existence sont arrivés à leur extrême limite. D'un côté, on parle d'humanité, de compréhension, de justice, et de l'autre côté, on appuie silencieusement ou explicitement une société et un système de gouvernement fondé sur la violence. Qui se trouve au gouvernement utilise toujours la violence quand son pouvoir est menacé. La guerre est ainsi justifiée comme une nécessité pour empêcher que le méchant aille au pouvoir, bien qu'en réalité eux-mêmes sont les violents et ne veulent rien d'autre que protéger leur situation apparemment avantageuse. Et ainsi, ils manipuleront l'opinion publique pour convaincre qu'il s'agit d'utiliser la violence contre un mal objectif qui met tous en danger.
Si nous n'étions pas aveuglés par l'hypocrisie, les choses les plus simples de la vie nous apparaîtraient d'une façon très claire. Partage ce que tu as avec les autres, n'accumule pas de richesses, ne sois pas superbe, ne vole pas, ne fais pas souffrir, ne tue pas, ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'ils fassent à toi-même. Tout ceci a été dit, non pas il y a 18 siècles, mais 5000 ans, et on ne pourrait pas douter de la vérité de cette loi si l'hypocrisie n'existait pas. L'unique sens de la vie est de servir l'humanité en concourant à l'établissement du royaume de Dieu, ce qui ne peut pas se faire si chacun des hommes ne reconnaît pas et ne professe pas la vérité. Le royaume de Dieu ne viendra pas de manière qu'on puisse l'observer. Et on ne dira pas, le voilà ici, le voilà là-bas, pour le fait que tout simplement le royaume de Dieu est en vous. Gandhi naquit en Inde en 1869 et s'établit à Londres en 1888 pour obtenir la maîtrise en droit. Ses intérêts le portèrent à étudier des textes religieux et il s'approcha aussi de la pensée de Tolstoï, en restant frappé surtout par « Le royaume de Dieu est en vous », qu'il définit comme un des livres capables de transformer immédiatement une personne. Il partit pour l'Union de l'Afrique du Sud en 1893 pour des raisons de travail. Le pouvoir en Afrique du Sud était en main à une minorité de blancs et il y avait un régime d'apartheid absolu qui discriminait non seulement les natifs mais aussi une petite communauté d'Indiens. Et c'est ici que Gandhi, en se heurtant contre la ségrégation raciale et en subissant diverses offenses, commença son activité sociale. Environ 5000 Indiens devaient subir des injustices de tout type, persécutions, taxes exagérées, restrictions des libertés personnelles. Gandhi se plaça comme leader de cette communauté et au début, ses luttes se fondaient sur des pétitions, des dénonciations, des publications et des lettres. Mais avec le déroulement et l'envenimement des événements, il mûrit et approfondit ses idées et ses méthodes de lutte. En 1906, une nouvelle loi obligeait les Asiatiques à se munir de cartes d'identité, à se laisser prendre les empreintes digitales et à se soumettre à une longue série d'humiliations. Gandhi lança une campagne de désobéissance civile. Les Indiens refusèrent de se faire enregistrer et acceptèrent la prison comme juste punition pour avoir transgressé la loi. En 1913, une grande partie des lois discriminatoires furent abrogées et Gandhi avait obtenu une première grande victoire en montrant la grande force de la non-violence. En 1914, il revint en Inde, où entre-temps, il était devenu célèbre. L'Inde était une colonie anglaise de grande importance. Elle avait été assujettie militairement, politiquement et économiquement. Les Anglais exploitaient avec des grands revenus les ressources naturelles de l'Inde, mais le pays restait toujours pauvre. Le mécontent était très diffus et le Congrès indien n'avait aucun type de pouvoir politique. Grâce au guide de Gandhi, le Congrès prit un rôle différent en ce qui sera ensuite le processus de l'indépendance indienne. Il en fit partie aussi une minorité musulmane, mais surtout, du mouvement d'élite se transforma en mouvement de masse. Les campagnes non violentes que Gandhi lança, il les appelait satyagraha, c'est-à-dire force de la vérité, furent appuyées en tout le pays. Désobéissance aux lois injustes, manifestations, mais surtout non-collaboration avec le gouvernement anglais. Les écoles gouvernementales se vidèrent, les conflits étaient résolus hors des tribunaux. Ceux qui étaient employés dans les administrations se retirèrent, les produits anglais étaient boycottés. Les vieux outils indiens pour la filature furent rafraîchis pour la production de vêtements. Ainsi, ne les achetant plus des Anglais, on pouvait toucher les colonisateurs en ce qui était pour eux le plus important, l'économie. Pour Gandhi, la non-violence ne signifie pas soumission docile à la volonté du méchant, mais signifie l'emploi de toutes les forces de l'âme contre la volonté du tyran.
La non-violence n'est pas une justification pour le courroie, mais la suprême vertu du courageux. La pratique de la non-violence demande beaucoup plus de courage que la pratique des armes. Aussi, la vengeance est un symptôme de faiblesse. Un chien aboie et mord quand il a peur. Un homme qui ne craint personne au monde juge inutile même de se fâcher contre qui, en vain, essaie de lui apporter une offense. I regard myself as a soldier, though a soldier of peace. I know the value of discipline and truth. La lutte continua, aussi avec le boycottage du sel importé de l'Angleterre. Gandhi enseigna à ses gens à l'extrait de la mer. Le chemin, de toute façon, ne fut pas linéaire. Il y avait des grandes violences de la part des Anglais qui, dans un célèbre épisode, tirèrent sur la foule paisible et inerme, en tuant 400 personnes. Et il y avait des violences aussi de la part des manifestants, ce qui porta Gandhi à suspendre le satyagraha pour reprendre la lutte successivement. En général, les Anglais répondirent avec une alternance de concessions et de répression. Pour Gandhi, la non-violence était beaucoup plus qu'une forme de lutte ou d'un moyen pour atteindre un but politique. La non-violence est la lutte contre les injustices, l'affirmation de l'amour vers les autres, la recherche de la vérité. Une longue expérience m'a convaincu qu'il n'y a pas d'autre Dieu que la vérité. Les petites et fugaces lueurs de vérité que j'ai été capable de cueillir peuvent difficilement donner l'idée de la splendeur de la vérité, 1 million de fois plus intense que celle du soleil qu'on voit tous les jours avec nos yeux. En réalité, ce que j'ai cueilli est seulement le rayon le plus léger de cet éclat puissant. Mais sur la base de toute mon expérience, je peux dire avec certitude, une vision parfaite de la vérité peut dériver seulement d'une complète réalisation de l'ahimsa, de la non-violence. Ce chemin difficile porta l'Inde à l'indépendance à la fin du second conflit mondial. Ce n'était pas l'indépendance dont Gandhi rêvait. Le pays se divisa en Pakistan, avec majorité musulmane, et en Union indienne, à majorité hindoue. Dans cette atmosphère de violence religieuse, Gandhi fut tué par un hindou extrémiste en 1948. Cependant, Gandhi avait déjà montré au monde la grande force de l'ahimsa, la grande force de la lutte non violente. Wade in the water, come on and wade. Martin Luther King naquit en 1929 à Atlanta, en Géorgie, prit une maîtrise universitaire en théologie et philosophie. Et dans ses études, il découvrit aussi Gandhi, en restant frappé et fasciné par l'idée de non-violence. Pasteur baptiste, plus qu'un penseur, il fut un grand homme d'action. Son activité sociale se déroula dans les années 50 et 60, dans lesquelles, dans les démocratiques États-Unis d'Amérique, existait un dur régime ségrégationniste qui voyait les Noirs vivre aux marges de la société. En tous les lieux publics, moyens de transport compris, les Noirs avaient des places réservées. Ils ne jouissaient pas des mêmes droits des Blancs. Ils vivaient enveloppés par une atmosphère vémineuse de violence et de discrimination, et surtout relégués en quartier ghetto. En 1954, Martin Luther King s'établit à Montgomery en Alabama, et ici il commença son activité politique et sociale, comme leader du mouvement de protestation contre la ségrégation raciale dans les moyens de transport de la ville. L'étincelle de la protestation naquit de l'arrestation d'une femme, Rosa Parks, qui étant assise dans un autobus en une place réservée aux Blancs, refusa de se lever. On prépara et réalisa avec succès un boycottage des moyens de transport. La protestation dura plus qu'1 an, et les Noirs de Montgomery montrèrent une grande conviction, permanence et maturité, en mettant en pratique les idées de Martin Luther King. Non-violence n'est pas répondre aux provocations qui furent de tout type. Martin Luther King fut arrêté et condamné,
et subit des menaces et des attentats. Des arrestations de masse furent exécutées. Des fausses nouvelles furent données par les autorités et par les moyens d'information pour diviser le mouvement. This is the way that we will get out of this dark night of oppression and make of this nation a better nation. It means that we can stand up, allow the opposition to know that we will not accept injustice. We will stand up against it with our lives, but we will never stoop down to the level of violence and hatred. And we will come to that point when we will be able to convince him that a new world is emerging. Après un an de protestation, la Cour suprême déclara illégal le ségrégationnisme dans les moyens de transport. Les réactions violentes à la décision de la Cour suprême furent fortes, mais aussi les réponses du mouvement furent convaincues. We feel also that one of the great glories of American democracy is that we have the right to protest far right. This is a non-violent protest. We are depending on moral and spiritual forces, using the method of passive resistance. Even if we have to receive violence, we will not return violence. Le mouvement des Noirs s'était développé aussi entre les étudiants. Non-collaboration, manifestations de protestation, sit-in étaient les méthodes les plus utilisées contre le ségrégationnisme. Un important objectif était d'atteindre le droit réel au vote pour la population de couleur. Martin Luther King continua à subir une série d'injustices, d'arrestations injustifiées, de menaces et d'attentats. Finalement, on commença à négocier et à atteindre les premiers accords pour abolir le ségrégationnisme. Les luttes se répandirent aussi aux États du Nord, en culminant en 1964 avec la marche de Washington. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Dans les années suivantes, avec la permanence des luttes, s'envamina aussi la réaction des ségrégationnistes, et divers représentants du mouvement non violent furent tués. Martin Luther King comprit en profondeur de plus en plus que sa lutte n'était pas seulement celle des Noirs en Amérique, mais concernait tout le genre humain. Ainsi, il comprit que la violence était à rechercher au sein de la société même, de ses règles, de sa philosophie. Cette profondeur le poussa à prendre position contre la guerre au Vietnam, en recevant les critiques de ce monde démocrate et chrétien, qui petit à petit était en train de l'accepter et de le reconnaître comme interlocuteur. God is not interested merely in the freedom of black men and brown men and yellow men, but God is interested in the freedom of the whole human race and the creation of a society where all men will live together as brothers. No, we need not hate. We need not use violence. That is another way. And as modern as Gandhi saying through Thoreau, non-cooperation with evil is as much a moral obligation as is cooperation with good. That is another way. Martin Luther King mourut assassiné le 4 avril 1968 à Memphis, au Tennessee. Mais plus rien n'aurait pu arrêter tout ce qu'il avait mis en marche. La veille, il tint un discours. Like anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place.
But I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. And He's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over and I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. So I'm happy tonight. I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. Silo, pseudonyme littéraire de Mario Rodríguez Cobo, naquit en 1938 à Mendoza en Argentine, où il vit actuellement. Les premières tentatives de rendre publiques ses idées furent réprimées par le sanglant régime militaire qui, dans les années 60, s'imposa en Argentine. Silo et quelques jeunes qui diffusaient ses idées furent arrêtés et persécutés. Seulement le 4 mai 1969, un discours public fut possible, mais à 3000 mètres d'altitude sur le mont Aconcagua, entouré par des véhicules militaires et des mitrailleuses. No creas que hablo de violencia, refiriéndome solamente al hecho armado de la guerra, es de violencia física. Hay una violencia económica. La violencia económica es aquella que te hace explotar a otro. La violencia económica se da cuando robas a otro. Cuando ya no eres hermano del otro, sino que eres ave de rapiña para tu hermano. Hay además una violencia racial. ¿Crees que no ejercitas la violencia cuando persigues a otro que es de una raza diferente a la tuya? ¿Crees que no ejerces violencia cuando lo difamas por ser de una raza diferente a la tuya? Hay una violencia religiosa. Malgré la répression et le silence des moyens d'information, la pensée de Silo se répandit de l'Amérique latine au reste de la planète. En rencontres et conférences tenues en divers pays et continents, il expliqua ses idées publiquement. Nuestra moral se basa en este principio. Trata a los demás como quieres que te traten. Beaucoup de jeunes restèrent enthousiastes de ces propositions et lentement, un courant de pensée et d'action commença à se développer, connu comme mouvement humaniste. La philosophie de Silo a été définie humanisme universaliste ou nouvel humanisme. En effet, ces propositions ne s'adressent pas aux conflits et aux injustices vécues par une culture particulière, mais à la planète entière, où les gens de toutes les latitudes souffrent à cause de la violence exercée par une minorité qui domine et impose son modèle inhumain. En primer lugar, la llamada globalización no es sino la extensión de la influencia del imperio yanqui que día a día va imponiendo sus parámetros. Au contraire, les diversités sont très importantes, sont la richesse de l'humanité. Converger en una dirección hacia la nación humana universal. Humanisme, puisque la préoccupation centrale de sa pensée est la vie humaine, l'être humain concret et réel. Que todo ser humano tiene derecho a preguntarse por el sentido de la vida. Por el amor, por la amistad, por todo aquello que hace a la poesía y la grandeza de la existencia humana. Y que una estúpida y pequeña cultura materialista trata de denigrar arrastrando todo hacia los antivalores y la desintegración. Dans les années 70, le mouvement humaniste atteint un plein développement et aujourd'hui lutte pour la défense réelle des droits humains dans le champ social,
politiques et culturelles en différentes régions de la planète. Estas propuestas de considerar al ser humano como valor central, de propiciar la igualdad de oportunidades para todos, de reconocer la diversidad oponiéndose a toda discriminación, de auspiciar la libertad de pensamiento y de luchar contra toda forma de violencia, caracterizan nuestro pensamiento y nuestra acción en los aspectos más generales. Al mismo tiempo, estas propuestas terminan configurando un estilo de vida y un modo de relación del más alto valor moral que puede expresarse en esta frase: trata a los demás como quieres que te traten. Sa production littéraire est intense. Nombreux sont les livres où on peut trouver l'exposition de ses idées. En 1999, dans le même lieu où il avait prononcé son premier discours 30 ans avant, il déclare l'échec des idéaux du nouvel humanisme, qui ne se sont pas réalisés. Si hoy tenemos que declarar nuestro fracaso, también tenemos que anunciar a una nueva civilización que está naciendo. La primera civilización planetaria de la historia humana. 5 ans après, à l'occasion de la première célébration du message de Silo, il clarifie. Hemos fracasado, pero insistimos. Hemos fracasado, pero insistimos en nuestro proyecto de humanización del mundo. Hemos fracasado y seguiremos fracasando, una y mil veces, porque montamos en alas de un pájaro llamado intento, que vuela sobre las frustraciones, las debilidades y las pequeñeces. Este es el intento que vale la pena vivir, porque es la continuación de las mejores aspiraciones de la gente buena que nos ha precedido. Es el intento que vale la pena vivir, porque es el antecedente de las futuras generaciones que transformará al mundo. Dans un monde où le manque de perspective pour l'avenir asphyxie le présent, Silo expose ses analyses et ses propositions avec clarté. En este desgraciado mundo en que la fuerza y la injusticia se enseñorea por campos y ciudades, ¿cómo es que se piensa acabar con la violencia? ¿Cómo es que se piensa acabar con la violencia? Tal vez piensen que son un ejemplo inspirador de las nuevas generaciones, cuando disfrazados de videojuego despotrican contra el mundo, cuando amenazan en la peor muestra de matonaje, cuando finalmente envían a sus muchachos a invadir, a matar y a morir en tierras lejanas. Este no es un buen camino ni un buen ejemplo. Trabajaremos a partir de hoy en todas partes del mundo para presionar a los que deciden, para difundir los ideales de paz en base a la metodología de la no violencia, para preparar el camino de los nuevos tiempos. Sí, vale la pena que este mensaje y este humanismo universalista cobren fuerza. Vale la pena. Le message de Silo inspire une profonde religiosité. Finalmente, amigos, yo quisiera compartir con todos esta certeza profunda que dice: lo sagrado está en nosotros. Y nada malo puede ocurrir con esta búsqueda de lo profundo y lo innombrable. Yo quisiera, amigos, que se escuchara el mensaje
de lo profundo. No es un mensaje estridente, es un mensaje muy quedo, que no se puede escuchar cuando se lo quiere atapar. Yo quisiera, amigos, transmitir la certeza de la inmortalidad. Pero ¿cómo podría lo mortal generar algo inmortal? Tal vez deberíamos preguntarnos sobre cómo es posible que lo inmortal genere la ilusión de la mortalidad. Aujourd'hui, c'est difficile de prévoir le développement futur du message de Silo. Dans l'histoire, existe beaucoup de personnes qui donnent espoir à l'humanité, toujours en indiquant la non-violence comme le chemin à suivre. Elle montre aussi que le vrai pouvoir réside dans les gens, quand elles luttent avec unité, solidarité et décision pour un monde meilleur. Elle montre aussi qu'en chacun de nous on trouve la bonté, la force et la sagesse, les seules choses dont on a réellement besoin. Notre avenir dépend des choix que nous faisons aujourd'hui.